Ladies and gentlemen, welcome to. Mesdames et messieurs, bienvenue à Les Entretiens Black North. C'est une série de conversations que nous allons avoir avec des leaders noirs, non seulement ici au Canada, mais partout au monde. La semaine dernière, nous avions une conversation enrichissante avec Robert Smith pour lancer notre série d'entretiens du mois de l'histoire des Noirs. On a reçu de très bonnes rétroactions sur le contenu de cette discussion. Et nous voici de retour aujourd'hui. Nous allons entendre de la vie et le patrimoine de Mandela, donc activiste petit enfant du décédé Nelson Mandela. Donc le thème de la discussion aujourd'hui est un temps d'apprendre et de se souvenir. Du cœur de l'Afrique du Sud à la côte vaste du Canada, nous vous amenons une conversation qui est certaine de vous rappeler de notre humanité collective et les raisons pour lesquelles on se bat contre les injustices. En tant que Canadien, c'est un honneur de recevoir le petit-fils d'un humanitaire incroyable. Et nous, chez Black North, vous remercions pour vous joindre à nous pour cette expérience virtuelle très spéciale. Êtes-vous prêts? Donc, commençons. Merci beaucoup, Wes. Vos paroles sont inspirantes et nous vous remercions pour votre leadership dans ce combat. À tous les participants, nos estimés invités, de nos collègues signataires, des représentants de notre gouvernement et de nos alliés certainement, et au nom de l'initiative Black North, bienvenue au chapitre 2 du cycle des entretiens Black North, un temps pour apprendre et se souvenir. Je m'appelle Baba Ahmed Omer et je suis directrice exécutive de l'initiative Black North. C'est un moment si excitant et vous allez trouver de l'inspiration et l'innovation. Nelson Mandela nous a dit que cela semble toujours impossible tant que ce n'est pas fait. À l'initiative Black North, nous croyons en l'impossible et ce n'est qu'avec vous que nous pourrons éradiquer le racisme systémique anti-noir de notre société une fois pour toutes. Je commencerai par reconnaître la terre sur laquelle nous sommes. Je suis la ville de Toronto, reconnaît que nous sommes sur la terre de la nation Algonquin-Anishinaabe, les Chippewa, les Anishinaabe et les Wendat, et maintenant le chez-soi de différentes nations, les Inuits et Métis. Donc, dirigée par le Conseil canadien des chefs d'entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs, l'initiative Black North a pour mission de mettre fin au racisme systémique envers les Noirs dans tous les aspects de notre vie en faisant passer les affaires avant tout. Les dirigeants de plus de 400 entreprises canadiennes d'une valeur totale de 1,3 billion de dollars sont derrière nous et comprennent ce travail. Nous pensons que si les entreprises canadiennes peuvent relever avec audace le défi d'ajouter la diversité des sexes dans les salles du conseil d'administration et les bureaux des dirigeants canadiens en déclarant des politiques, en fixant des objectifs spécifiques et en se tenant responsables, elles peuvent faire le même travail pour créer une meilleure représentation pour les Canadiens noirs. La série de conférences Black North Talks est l'occasion de célébrer le mois de l'histoire des Noirs et de comprendre les histoires des Noirs, en allant au-delà des histoires de racisme et en mettant en lumière et en célébrant les réalisations des Noirs. Nelson Mandela nous a appris que lorsque les gens sont déterminés, ils peuvent tout surmonter. Dans cet esprit, je tiens à remercier nos merveilleux commanditaires, donc le bronze Johnson & Johnson, McMaster, CGF, Fido, Luden Mining et nos commanditaires or, TELUS, Brookfield et Molson Coors. Nous vous remercions pour votre soutien. Notre lutte a atteint un moment décisif. Nous ne pouvons plus attendre. Le moment est venu d'intensifier la lutte pour tous les fronts. Relâcher nos efforts maintenant serait une erreur que les générations à venir ne pourront pas pardonner. La vue de la liberté qui se profile à l'horizon devrait nous encourager à redoubler d'efforts. Et Nelson Mandela nous l'a dit, et il avait raison. Donc aujourd'hui, nous avons des panélistes incroyables qui vont partager leur lutte, leur combat, leur victoire et comment les contributions des Canadiens noirs sont grandes et extraordinaires.
Nous sommes honorés d'avoir Orlando Bowen et Andrew McBarnett qui se joignent à nous pour partager leurs pensées, leurs expertises et leurs espoirs pour l'avenir. Tout d'abord, nous accueillons Orlando, qui est l'incarnation de la force, de la résilience, du courage et de la foi. Il est orateur de premier plan qui s'attache à donner aux gens les moyens de sortir de la marginalité et devenir des acteurs de changement au sein de leur équipe et dans leur vie autour des gens qui sont autour. C'est un orateur et un formateur très recherché qui travaille avec des entreprises, des petites entreprises, des organisations à but non lucratif. Lorsqu'il est question de former des équipes, de créer une dynamique et d'employer des stratégies gagnantes, Orlando est le meilleur. Il est également passionné par le leadership des jeunes et en raison de cette passion, il a fondé l'organisation One Voice, One Team Youth Leadership pour inspirer et enseigner aux jeunes la résilience, le leadership et le travail d'équipe. Il donne aux gens le moyen de surmonter l'adversité, de trouver leur passion et d'utiliser leurs dons pour servir et est la raison pour laquelle Orlando respire. Ce don a placé Orlando sur des centaines de scènes dans des salles de conseil lors de présentations à travers l'Amérique du Nord et du Sud et lui a valu de nombreuses récompenses. Alors, je voudrais accueillir chaleureusement Orlando. Et pour ce faire, nous allons jouer une vidéo qui souligne un peu de son histoire et explique comment il s'est rendu où il est actuellement. Voici Kevin Newman. Bonjour et merci de vous joindre à nous pour une histoire incroyable de violence et aussi de pardon. Orlando Bowen était un joueur de football canadien dont le travail charitable a eu un effet hors scène que sur scène. Jusqu'à ce qu'un soir, dans une embuscade avec les policiers, donc on se jouait investigation W5TSM. Dans une enquête plutôt. Il était au début du jour et des douzaines d'élèves au secondaire s'activent pour redonner à leur communauté à Brampton, en Ontario. Suivant le lead d'un joueur de football retraité, Orlando Bowen. La raison pour laquelle c'est d'essayer d'amener les gens à comprendre leurs valeurs et le fait qu'ils peuvent surmonter tous les défis auxquels ils pourraient être confrontés. Voici ce que ça ressemble. Donc, on coupe les oignons avec de l'amour et de la joie et de la passion dans son cœur. Voici ce dont je parle. Tout le monde a un rôle à jouer. J'ai jamais vu quelqu'un avoir cette allure en personne, vraiment. Je ne sais pas, je ne vais pas m'en souvenir. Donc, il est tellement blessé qu'il ne peut plus jouer au football pour le restant de sa vie. Bon, mes journées étaient finies. Ça ne devrait être pas comme ça, mais c'est la réalité. Et cette réalité a continué à s'empirer. Non seulement avait-il été agressé, il était confronté à des accusations. Et donc, j'étais certain qu'il était innocent. Je me sentais comme... Comment ça peut se passer? Ça arrivait à quelqu'un qui adore les gens à ce point, qui est si autant de compassion, qui a fait de la formation pour les forces de police. Mais c'était difficile pour lui. Ce n'était que 10 ans après son arrestation qu'il s'est rendu compte que ce qu'il devait faire pour être vraiment en paix. Et il a écrit une lettre publique aux policiers. Donc, lorsque j'écrivais, je pleurais. Voici pour mes frères Sheldon et Grant. Je suis devant vous, humble et brisé, mais avec une paix apaisante. Je suis désolé pour vous blâmer pour mes sentiments de mauvaise intention envers vous et envers le système. Ça semble étrange pour vous, mais dans cette vie de ce jeu, nous sommes sur la même équipe. Sachez que je vous pardonne à 100%. Et aimé, vous êtes aimé 99%. Je travaille sur le dernier 1%, mais je le dis aujourd'hui.
On est sur sourdine, on s'excuse. Quelle vidéo incroyable et puissante. Vous savez, Orlando, lorsque je l'ai écouté la première fois, je peux vous dire que mes mains tremblaient et je me souviens d'avoir pensé, la seule chose qui me venait à l'esprit, c'est que j'étais heureuse que vous soyez en vie, que vous êtes ici avec nous. Et donc, parlez-nous de ce qui s'est passé il y a 10 ans et comment cette expérience a changé votre vie et vous a amené à chercher le pardon ultimement. D'abord, je vous remercie pour le travail de l'initiative Black North. J'avais 26 ans, marié à une éducatrice connue. On avait un enfant d'1 an, on attendait le deuxième, et j'étais pour célébrer la signature d'un contrat, et j'ai sorti pour célébrer. J'attendais mes coéquipiers pour se joindre à moi dans un stationnement. Il y a 2 types qui sont venus me voir, un qui menaçait de me tirer dans la tête et l'autre, mais après, on commençait à me frapper, me battre, jusqu'à ce que la peau sur ma tête a lâché carrément. Tout ce que je pouvais penser, c'est je ne peux pas croire que ma vie va se terminer ainsi. Et j'étais Dieu. Non, pas comme ça. Là, j'ai tellement de choses à donner. Alors, ce point d'incrédulité, je n'y croyais pas. Et finalement, ça donnait que les 2 personnes en question, c'était 2 policiers. Et là, ils se sont rendus compte que j'étais parolier pour leur centre de police, que j'entrais dans l'école avec des policiers et que je rencontrais le chef de police à plusieurs reprises. Et parce que j'avais travaillé avec autant d'officiers incroyables à l'époque, et je le fais toujours. Je sais, il y en a un qui était pour dire « Hey, on a fait une erreur », mais plutôt lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais leur visage. Il y a eu toute une couverture pour justifier le tabassage que j'ai reçu. Ils ont tout couvert, en mettant sur scène des drogues et ça menait vers ce chemin incroyable, complètement débile et même béni. Juste pour comprendre le cheminement, c'est que la première agression était physique, mais il y en avait d'autres par après. L'agression sur, on disait, donc des gens qui étaient prêts à se présenter devant le cours. À travers le processus que j'ai remarqué, c'était plus énorme que nous, c'était plus grand que nous. Et l'instant où on se rend compte que c'est plus grand que nous, on se rend compte qu'il faut passer à travers, parce que le sujet, c'est pas nous, c'est nous qui devons donner espoir aux autres qui pourraient se trouver dans une situation difficile, des défis insurmontables qui les confrontaient. Et il fallait passer à travers pour inspirer les gens, afin qu'ils sachent qu'on pouvait naviguer et passer à travers tout ça. Et ce qui se passe, ce qui leur arrive ne définit pas ce qui est possible pour eux. Je suis inspiré par toi et ta personne, et je peux voir dans tes yeux, je sais que c'est pas tout le monde qui peut vous voir pendant que la vidéo jouait, mais je vous regardais pendant que vous le regardiez, et je peux voir que vous reviviez cette adversité. Et vous vivez plutôt l'exemple de ce que Mandela nous a enseigné, c'est que le pardon libère l'âme, et c'est pour ça que c'est une arme si puissante, c'est qu'il faut pardonner et passer à travers et venir à un meilleur endroit. Comment vous avez fait pour surmonter cette adversité, pour trouver ce talent évident pour faire un meilleur demain, si on veut, pour tout le monde, avec ce don que vous avez pour servir les autres? Comment vous avez atteint ça? Je crois d'abord, c'est définir c'est quoi le pardon pour chacun d'entre nous, parce que les gens ont l'impression que le pardon, je vais dire ce que c'est pas. C'est pas dire ce qui s'est passé, c'est correct. C'est pas dire que c'est passé, qui devrait passer sans conséquence. Après ce qui s'est passé, je dois renouveler ma relation avec l'agresseur. C'est rien de ça. Pour moi, le pardon, c'était de libérer l'émotion de l'instant, du moment, qui parfois nous attache, si on veut, à des situations difficiles. Donc, cette libération de l'émotion du moment afin d'être pleinement présent. Si je peux être présent pour mon épouse, pour être présent pour nos 3 garçons, 3 adolescents, donc être présent pour la communauté que je sers. Et
Donc, je peux être présent pour les cadeaux. C'est bien dans nos espaces quotidiens. Donc, lâcher prise de cette émotion du moment nous permet d'assumer ces dons, ces cadeaux et d'être présent dans ces instants. Donc, on nous appelle à être présent. Donc, pour améliorer les choses, pour éradiquer le racisme systémique anti-noir, c'est toute une demande, mais c'est possible. Et afin que ce soit possible, il va y avoir des choses, chemin faisant, dont on va apprendre et des choses dont on doit libérer afin d'être présent et faire ce qu'on nous appelle à faire. Vous savez, c'est une définition si puissante à quoi ressemble le prochain chapitre de la vie. La vie est longue et c'est une difficulté et c'est pas facile pour qui que ce soit, mais vous êtes ressorti de l'autre côté, si on veut, et vous avez vous avez créé cette organisation One Voice, One Team, Leadership. Et donc, parlez-nous un peu de cette organisation et que ça fait pour habiliter, valoriser nos jeunes. Vous savez, on est basé avec un curriculum, donc programmation qui utilise curriculum, des opportunités de service, des choses qui permettent aux jeunes de se voir. Si on fait référence à la vidéo, certains de ces jeunes ont pris un autobus à 4 heures du matin afin qu'ils puissent passer 1 heure pour nourrir des gens qui étaient dans le besoin. Il y avait d'autres enfants jeunes sur cet autobus qui, eux, allaient construire des maisons pour des gens qui étaient sans abri. Ils sont face avec des adultes qui sont engagés à améliorer la vie des jeunes, avec des jeunes du monde corporatif qui ont dit « je veux faire partie de la solution », afin que lorsque les jeunes servent et ils regardent de leur côté et voient des gens qui ne leur ressemblent pas, qui travaillent à leur côté pour l'amélioration de la vie de quelqu'un d'autre, c'est tellement un message puissant. Et c'est là que ça crée ces moments dans le temps que les jeunes et toutes les personnes qui participent n'oublient jamais. Donc, ça revient à ces instants que les gens se rendent compte qu'ils ont pu contribuer, des instants qui se souviennent que leur voix, leur présence et leur contribution est importante. Et c'est à travers ça qu'ils commencent à redéfinir ce qu'ils voient lorsqu'ils regardent dans le miroir, en termes de possibilités, en termes d'être en mesure de lâcher prise sur les choses qu'ils pensaient peut-être trouver en ce qui est trait, qui les définissait en ce qui est passé dans le passé, c'est faux. Et tout en apprenant à faire les choses de façon autonome, ils ont des amis, des membres de la famille qui tiennent à eux, qui tiennent à la communauté et qui croient en eux jusqu'à ce que, et après qu'ils croient en eux eux-mêmes. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous aidons les jeunes à redéfinir leurs possibilités et utiliser leurs dons, si on veut, pour aider les autres. Vous avez parlé de famille et votre entourage et de vous reposer sur ça. Vous avez 3 fils. Et comment les enseignez-vous ces réalités difficiles à travers lesquelles on passe, qu'on vit? Comment vous faites ça comme père? Eh bien, c'est un cheminement. Mais on essaie de garder les choses réalistes depuis leur enfance. Ma sœur, mes parents habitent à Tampa, en Floride, et on y allait en auto chaque année à Noël. Et vous savez, nous avons des conversations autour qu'est-ce que ça veut dire d'être noir. Et il y avait des temps qu'ils avaient 7, 8 et 10 ans. Et on arrêtait à une station essence. Je disais, OK, écoutez, il était décembre, mi-décembre, quoi, il fait froid dehors, il y avait de la neige. Et j'arrête et je dis, OK, les garçons, qu'est-ce que papa doit faire? Ben, tu dois enlever ton manteau, il faut que tu enlèves ta casquette. Assure-toi que enlève tes gants, qu'on voit tes mains avant d'aller prendre l'essence. Je dis, pourquoi que papa doit faire ça? Il dit, parce que tu es un homme noir, tu es grand et tu es costaud. Et à cause de ton look, il y a des gens qui vont considérer que tu es une menace. Il devait le savoir. Et lorsque je parle aux amis de mon épouse et de ses amis, ils disent, c'est malheureux que tu dois dire ça. Je dis, oui, c'est malheureux, mais ma responsabilité, c'est que de faire ce qu'on peut faire pour les préparer pour la réalité actuelle. Et pas qu'ils reviennent et me disent, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Mon garçon de 17 ans, lorsqu'il a eu son permis de conduire, il était tellement ravi, il était excité, il dit, papa, devine quoi? Tu n'es pas obligé de m'amener aux pratiques maintenant. Ça veut dire que je peux aller voir ma copine et tu n'es plus obligé de m'amener. Et ça veut dire aussi, pourrais-tu t'assurer que l'enregistrement et les papiers de propriété sont accessibles facilement afin que si jamais on m'arrête, je peux garder mes mains en place, en main, que je puisse les atteindre, que je puisse rentrer à la maison le soir et
Donc, vraiment, ça coupait, ça tranchait ça, parce qu'il y avait ça dans son esprit. Mais ça fait partie du travail qu'on doit faire, la raison pour laquelle nous sommes tous là aujourd'hui. Alors, on reste toujours honnête dans nos conversations avec eux. Quand ils voient les médias sociaux, on parle de ces sujets au dîner, on en parle la fin de semaine. Parfois, je vais faire un tour en véhicule, juste manger un hamburger. Mais on est toujours en train d'avoir cette conversation qui est ouverte. On souffre à un certain point. On leur parle de la réalité. On leur dit que c'est la réalité. C'est des défis. Quand le meurtre de George Floyd est arrivé et que j'en ai parlé ouvertement, je le sais c'est quoi. Je le sais c'est comment de se sentir impossible d'atteindre l'objectif. Alors, on est toujours juste honnête avec eux parce que c'est ce qu'ils méritent, nos enfants. Et qu'est-ce que vos enfants disent à propos d'avoir un père qui est un orateur professionnel de motivation? Parce que je suis convaincu qu'on pourrait vous garder ici pour un autre 3 heures et qu'on serait incroyablement mis en valeur à vous écouter. Alors écoutez-moi, j'essaie de voir comment est-ce que c'est devenu que vous devenez motivateur professionnel. Bon, mais c'est sûr et certain que nos enfants ils ont une autre perspective sur ma motivation parce qu'ils ont grandi avec moi, mais ils savent que c'est important pour leur futur. J'ai toujours voulu juste servir les gens. Des fois, je fais des blagues. J'ai été un joueur au football et ma job, c'était littéralement de plaquer les gens. Mais mon inspiration a commencé là. Parce que la personne qui avait le ballon, je les plaquais. Et quand je les plaquais et je les mettais au sol, je leur chuchotais des mots d'inspiration et de courage. Alors, l'idée, c'est que je n'ai jamais voulu être quelqu'un de populaire devant une caméra. Je voulais être quelqu'un qui crée des opportunités pour que les gens puissent devenir leur meilleure version de eux-mêmes. Et j'aime ceci. Ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à me demander de venir parler et je l'ai fait de manière à reculons. Mais en gros, les gens ont commencé à parler à quel point ça avait un impact ce que j'avais à dire et qu'ils avaient besoin de ce message. Et on a eu beaucoup de jeunes personnes quand on a commencé à partager nos histoires. Les jeunes personnes ont commencé à partager eux-mêmes du fait qu'ils étaient engagés à retourner le soir et à vouloir se blesser, mais après nos conversations, l'idée a changé. Ou du fait même qu'il y a des gens qui ont abandonné leur mariage de 21 ans et après les conversations, on a été mis en contexte que leurs idées ont changé. Et c'est là que j'ai eu le déclic, que j'ai dit je dois servir mes gens et de fournir ces éducations. Alors vous avez participé à plusieurs entretiens avec le côté corporatif du Canada. Dites-moi, qu'est-ce que le côté corporatif du Canada fait pour éliminer ce racisme contre les Noirs? Bon, mais merci pour cette question. Je pense qu'il y a plusieurs couches et ça commence vraiment à identifier c'est qui la représentation, quelle voix est écoutée, quelles sont les opportunités qui sont disponibles dans une compagnie du côté de la perspective de représentation. Il y a souvent des commentaires on parle pas nécessairement là, de réseautage. On n'a pas toujours accès à des personnes noires hautement qualifiées qui peuvent faire le travail. C'est la grosse question à poser. Comment est-ce qu'on fait pour créer l'entonnoir, pour éduquer? Comment est-ce qu'on fait pour identifier les opportunités? Il faut poser les bonnes questions pour appuyer les organisations qui vont créer ce pipeline pour vous, pour qu'on puisse mieux identifier les possibilités. Et en gros, ça prend le désir, ça prend l'ouverture d'avoir les conversations difficiles qui sont axées sur la race, qui sont axées sur les besoins et les nécessités. Parfois, on regarde le tout de manière structurelle, les procédures, où qu'il y a des opportunités, où qu'il y a des écarts. Et à d'autres moments, on regarde c'est quoi le climat, c'est quoi la culture. On parle aux employés pour qu'eux, ils puissent participer au processus. Mais ultimement, c'est prendre action. On doit prendre action, mais pour prendre action, on doit comprendre. C'est la seule manière pour nous de
tasser, faire du changement. Il faut prendre action, il faut se rendre compte qu'il va y avoir des embuscades, il va y avoir des clôtures à surmonter, il va y avoir des défis. Et entre-temps, on doit toujours garder en tête qu'on est imputable aux générations suivantes. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour la génération future? Est-ce que vous vous êtes présenté? Est-ce que vous répondez à ces questions? C'est tellement bien dit. Il y a un devoir qui vient avec ceci. Et c'est grandiose et c'est pesant, mais c'est tellement puissant en tant que l'impact que vous pouvez avoir. Alors, premièrement, j'adore que toi et moi, on porte les mêmes couleurs. C'était pas coordonné, mais aussitôt que j'ai vu vos couleurs, j'ai dit incroyable que nous portons les mêmes couleurs. Et tous nos orateurs portent du bleu pour une raison. Alors, je sais pas pourquoi, mais on s'est tous habillés de la même façon. J'adore ceci. C'est une belle coïncidence. Merci Orlando de nous avoir donné votre temps, votre point de vue, et merci encore d'être si engagé au changement pour un meilleur demain. Merci Orlando de nous avoir joints aujourd'hui. Il y a une dernière chose que j'aimerais rajouter, si vous me permettez, bien sûr. Avec tout le travail que nous faisons, on le fait avec le mot, on fait tout avec la perspective du mot Bantu, qui est un mot Swahili, qui veut dire connexion humaine entre les autres et de honorer les autres, de pouvoir se tenir debout, droit, même si c'est inconfortable, mais c'est pour aider le futur. Quand on le fait ensemble, main en main, avec l'esprit de honorer l'humanité de l'un et l'autre, tout est possible. Toutes les choses que nous avons mentionnées aujourd'hui, tous les grands objectifs que nous avons sont possibles quand on se concentre à honorer l'humanité. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Merci. J'apprécie votre présence aujourd'hui et bien sûr toujours votre brillance. Merci, Orlando. On va à l'éternité être connectés maintenant. Merci, Orlando. Alors c'est tout simplement un début. C'était très excitant comme ouverture pour notre événement. C'est le début. Notre prochain orateur, c'est Andrew McBarnett. Peut-être que vous l'avez vu sur Dragon's Den, l'œil du dragon. Et il a été le créateur de cette franchise de crème glacée Sweet and Nice de Toronto qui produit ou qui crée de la crème glacée qui est basé sur les recettes de son grand-père. On va essayer de voir s'il ne va pas nous dévoiler la recette secrète, mais sa crème glacée est vendue partout au Québec et en Ontario, au-dessus de 500 magasins. Il participe à de la distribution de ses produits avec Sobeys, Loblaws, Superstore, Metro, Food Basics. Alors, vous pouvez trouver Sweet and Nice, la crème glacée, partout. J'ai un appel à l'action en ce moment, c'est pour tout le monde. Allez vous acheter une de ces crèmes glacées, ça vaut la peine. Il a été à la mise en œuvre de stratégies, à une variété de compagnies telles que Thomas Cook, Aeroplans, Aero Airlines, Petropoint. Alors pour souhaiter la bienvenue à Andrew, on va jouer un petit vidéo d'introduction. Next into the den, cousins. Chez l'œil du dragon de Toronto, il espère pouvoir ramener en œuvre une business de famille. Regardez, c'est moi. Venez chercher votre crème glacée Sweet and Nice. Alors on entend les clochettes. Et voilà. Bonjour dragon. Mon nom c'est Stéphanette, ça c'est Andrew McBarnett, on est des cousins de Toronto et notre compagnie s'appelle Neil Sweet and Nice Ice Cream. On est ici pour vous demander 100 000 $ en échange pour 25% de notre business. Alors les dragons, dans les 1940, un homme qui s'appelait Charles Alfred a découvert une habilité, un talent pour faire de la crème glacée exquise avec une recette secrète qui inspire des saveurs tropicales. La crème glacée, bien sûr, en est dérivée de cette recette secrète. Des profits de cette crème glacée, il a été capable de fournir à sa famille et envoyer ses 12 enfants à l'école secondaire. Avant qu'ils passent,
en 1977, il a donné sa recette secrète à ses enfants et à ses 51 petits-enfants, incluant moi-même et Stafford. Très belle histoire! On veut vous amener à... On a besoin de vous pour amener la meilleure crème glacée au monde partout au Canada, pour que tout le monde puisse dire sweet and nice. La bataille est très grande, hein? Alors moi, je suis out. Moi, j'aime vraiment, mais je sais pas quoi faire. Je vous aime beaucoup. Je suis très nerveux à propos de la business. Ça goûte bon. J'adore la crème glacée, mais je suis out, malheureusement. Et vous? Moi, je suis intérêt à 45 avec une redevance de 6%. 45? 15 chaque. Et 2 chaque sur la redevance. Ça me va. Ça me va. Oui, alors nous avons un deal. Félicitations. Alors, tout le monde se félicite et se remercie. Moi, je veux savoir quelle sorte... c'était quoi? Je veux en apprendre plus sur ton grand-père. Merci, merci. Alors, un échange, voilà. Bon, alors ça a l'air que la crème glacée a gagné. Andrew, j'étais nerveux à regarder l'épisode. Tout au long de l'épisode, j'ai dit j'espère qu'au moins une personne va dire oui. Et quand j'ai vu que le deal a été fait, j'ai applaudi. J'étais si heureuse pour toi. Parlez-nous de l'expérience, de votre expérience à l'Œil du Dragon. C'est une de mes émissions préférées. Et je le sais que j'étais nerveuse. Et que le fait que je vous connais, ça m'a rendu encore plus nerveuse. Parlez-nous là, de Sweet and Nice et tout le travail associé à ceci. Bon, premièrement, merci à tout le monde. Premièrement, merci à Black North de m'avoir. Bien sûr, il y a des histoires. L'histoire de monsieur auparavant, c'était vraiment une belle histoire aussi. On a débuté Sweet and Nice. Comme j'ai dit, en 1946, à Trinidad, mon grand-père a commencé cette marque de crème glacée. Et nous avons décidé de redémarrer cette compagnie en 2012 au Canada. Après que nous ayons décidé de redémarrer le tout, on a dit, on aime l'Œil du Dragon, là, pourquoi on n'irait pas? Et on l'a pitché, on a fait notre présentation à l'Œil du Dragon. On était pétrifiés cette journée. On a pratiqué notre présentation pendant 3 semaines. Ce que vous avez vu, notre présentation, et on a décidé très tôt d'aller à l'Œil du Dragon parce qu'on croyait vraiment à notre produit. On croyait sincèrement d'avoir un deal. On a été capable d'avoir un deal sur l'émission. Nous avons eu de Arlene beaucoup d'avis très constructifs. Gardez ça petit, restez au magasin indépendant avant de vous enchaîner dans des grands distributeurs. On est très content d'avoir suivi l'avis de Arlene parce que, évidemment, là, la communauté noire à Toronto, la communauté des Caraïbes a participé dans la croissance de notre compagnie. Initialement, on avait mangue et coconut comme saveur. Et il y a beaucoup de nos frères jamaïcains qui venaient nous voir. Waouh, c'est très bon, ça me rappelle de chez moi. Alors éventuellement, on a eu des données sur lesquelles on pouvait se baser là, pour les prochains pas. Et on a été capable de vraiment conclure le deal après l'émission. Mais en gros, on a été capable de recevoir du financement supplémentaire en 2019 qui nous a vraiment projeté vers l'avant. C'est vraiment incroyable. Ça parle de votre résiliation, de votre résistance, de ne pas abandonner et que vous honorez votre grand-père. Ça parle de manière très grande de vous-même, surtout dans les contextes aujourd'hui. Je sais qu'avec les défis et les obstacles, et quand c'est venu pour l'appui financier et de vraiment démarrer l'entreprise, comment est-ce que vous avez été capable d'aller chercher l'appui financier que vous aviez besoin? Comment vous avez fait? C'est une très très bonne question en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de business de noirs ont souvent cette embuscade, ce mur qui leur empêche d'aller de l'avant pour aller chercher des finances ou du financement. Surtout là, pour ce qui est de refermer l'écart financier intergénérationnel. Alors pour nous,
on s'est vraiment concentré pour devenir autofinancé au début. Puis on a utilisé nos propres fonds, notre propre financement. Et on a fait de notre mieux pour aller chercher des financements de manière traditionnelle avec les banques. Et nous avons juste continué à aller de l'avant. On voulait s'assurer de se rendre où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Notre compagnie avait une vision avec des produits de qualité et éventuellement, on a été capable d'aller un pas à la fois, de se rendre où ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Et en 2019, on a été chercher de l'aide supplémentaire qui nous a vraiment donné un bon coup de pouce. Je me rappelle, quand on a commencé nos premières livraisons, j'ai loué une petite vanne avec un chauffeur et j'ai livré la crème glacée à des magasins très spécifiques. On était très concentrés à juste continuer, aller de l'avant. Et bien sûr, à cogner aux portes jusqu'à temps que les portes se ouvrent. Éventuellement, en 2018, on a été capable de travailler avec Sobeys, de faire la distribution de nos produits dans 5 magasins, 5 succursales. Et approximatif aujourd'hui 500 succursales partout au pays. Spécifiquement Sobeys, Loblaws, Metro, Montréal, Vancouver, Winnipeg, tout le Canada. Alors ça a pris beaucoup de travail acharné pour vraiment surmonter les défis. Et Andrew, c'est la réalité que vous venez tout juste de décrire, c'est sur une bonne journée. Ça, c'est les défis normaux. Oui, c'est exact. Mais maintenant, on a vraiment beaucoup plus d'ampleur sur les défis avec le COVID-19. On le sait que c'est particulièrement un temps difficile pour les business de gens noirs. Alors, comment est-ce que vous avez surmonté les défis de COVID-19 en tant que business d'hommes noirs, de personnes noires? Ben, depuis 2020, c'est sûr et certain que tout le monde était un peu à l'improviste. Tout le monde était prêt à travailler de la maison. Ça a affecté énormément les petites business, surtout dans l'industrie alimentaire, que ce soit les restaurants, etc. Alors, ça a été vraiment un grand défi pour nous de surmonter ceci. On avait des grands plans, des grandes visions. Et on venait tout juste de lancer avec Loblaws et Metro. Et on était censé de vraiment démarrer le tout au printemps de l'année passée, mais c'est pas arrivé. Ça a vraiment affecté notre cash flow, ça a affecté nos plans de marketing et éventuellement, on a été capable de rattraper le fil avec Metro et Loblaws à l'été. Et en utilisant les plans gouvernementaux de protection pour le COVID, c'est des choses que nous avons utilisées aussi. On a vraiment pris avantage de cela. Et je pense que l'année passée, c'était intéressant aussi avec tout ce qui s'est passé surtout avec le mouvement Black Lives Matter, le meurtre de George Floyd. C'est une difficulté supplémentaire qui est vraiment venue nous projeter ailleurs. Parce qu'on a vu beaucoup d'appui de la communauté. Depuis l'année passée, c'est sûr et certain que ça ne nous aurait pas permis de se rendre où ce qu'on en est rendu. Et sur notre Instagram, il y a des membres de notre communauté qui nous demandaient où on peut trouver la crème glacée. Alors, les médias sociaux nous ont vraiment permis d'avoir un contact direct avec nos clients potentiels et autres. Andrew, vous savez que vous êtes un homme très humble parce que vous parlez que la communauté vous a aidé. Mais j'aimerais entendre vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour la communauté et les business de gens noirs pour aider? Je pense pour nous, une passion d'aider d'autres entreprises parce qu'on est en mesure d'avoir de l'aide aussi d'autres. Et c'est toujours important de redonner. Je crois que pour moi, c'est aussi simple que des conseils, si on veut, pour quelqu'un qui commence sa propre entreprise. J'essaie de me rendre accessible et ouvert. Je crois aussi que pour nous, étant dans un espace de nourriture, on veut voir plus d'entreprises de nourriture
de compagnie de personnes noires sur les étagères. Et nous, c'était vraiment, lorsqu'on a commencé, on va vous mettre dans des petits magasins qui sont un peu cachés à gauche, à droite à Toronto. On croit qu'il y a beaucoup de très bonne nourriture dans les communautés qui devrait être sur les étagères dites régulières et pas juste section ethnique. Et donc, nous, on travaille pour faire la promotion de beaucoup de ces entreprises sur notre page Instagram, Facebook, TikTok et aussi l'été dernier, nous avons eu, on espère, un des premiers événements, on veut le continuer, donc un marché de nourriture des Caraïbes, parce que on a eu la participation de beaucoup de jeunes entrepreneurs et amener des gens pour que les gens puissent goûter leurs produits. Et on espère que nous allons voir bientôt pouvoir aider ces gens à se retrouver sur les tablettes par le biais de nos différents canaux. Je sais qu'il y a tellement de façons que les communautés peuvent se soutenir, que vous soutenez des communautés. Il y a un sentiment de devoir qui ressort automatiquement dans les temps difficiles. On se soutient les uns les autres. Si vous aviez un message que vous voulez donner aux institutions corporatives du Canada pour ce qu'ils peuvent faire pour éliminer le racisme systémique anti-noir, qu'est-ce que ça serait? Moi, c'est de se tenir main en main avec d'autres organisations comme l'initiative Black North et ses mandats. Ça va au-delà de le mois de l'histoire des Noirs et des événements de visibilité noire. C'est comme Orlando a mentionné aussi, c'est essentiellement... C'est au niveau du conseil d'administration, au niveau où on prend des décisions dans ces organisations. Ce sont des changements au niveau des ressources humaines en termes d'embauche et d'aller chercher des stagiaires noirs ou aller dans ces programmes communautaires qui habilitent ces gens d'entrer dans ces espaces. Aussi, le processus d'embauche, on voit encore une fois, de recrutement. C'est un secteur que pour moi, où il doit y avoir un sentiment de ces entreprises qui font des demandes pour des contrats. Donc c'est ça que je souligne pour s'assurer que le monde corporatif canadien aide et travaille pour éliminer le racisme systémique anti-noir. Et vous avez tellement raison parce que ça ne peut pas être fait, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est une initiative qui est là depuis des centaines d'années. Si on peut le faire tout seul et en silo, ce serait complété. Mais donc c'est vraiment important de s'unifier et qu'on se centre dans cette unité et que c'est un concept de moi je me bats pour toi, toi tu te bats pour moi, on se bat ensemble. Donc, et j'adore que c'est votre message parce que c'est tellement clé centrale pour nous et le travail que nous faisons chez Black North, on le fait ensemble. Nous le faisons ensemble et on le fait de façon solidaire et on ne peut pas faire ça sans qui que ce soit d'autre. Donc, on ne peut pas le répéter suffisamment. Andrew, je suis maintenant accro de Sweet and Nice. J'ai mis mon Häagen-Dazs aux poubelles. Plus capable de manger ça. Mais merci pour vous joindre à nous, pour avoir fait faire le travail que vous faites, pour rester fort pendant tous ces temps difficiles. Et vous avez continué pour surmonter. On vous remercie pour vos conseils aujourd'hui. Merci beaucoup, Deborah. Moi, je m'amuse. C'est une folie furieuse pour moi. J'aimerais bien qu'on soit tous ensemble dans un espace. C'est tellement difficile de ressentir l'énergie des gens lorsqu'on est dans une salle, une pièce, mais moi, je le sens tout seul chez moi, ici, et je suis excité pour la prochaine partie dans le cheminement pour cet événement. Je veux remercier Orlando et Andrew qui nous ont appris que c'est jamais vraiment une question de perdre. On ne perd jamais vraiment. Soit on gagne ou on apprend. C'est un ou l'autre. Et c'est pourquoi c'est si indicatif de notre thème qui est un temps d'apprendre et de se souvenir. Et avec ça en optique, je veux prendre cette occasion de mettre en lumière quelques Canadiens noirs de l'histoire
ils nous ont appris ça veut dire quoi exactement apprendre et souvenir. Donc, Viola Desmond a été au centre de l'un des épisodes les plus controversés de la Nouvelle-Écosse. En 1946, elle a refusé de s'asseoir au balcon du théâtre Roseland à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Elle s'est plutôt assise sur le sol réservé exclusivement aux Blancs. Elle a été arrêtée et reconnue coupable de ne pas avoir payé la totalité de la taxe sur un billet de place assise. Elle a été emprisonnée et condamnée à une amende. Donc, aujourd'hui, elle est sur notre dollar. Donc, c'est seulement pour voir où nous en sommes maintenant. Et donc, des fois, on trouve c'est difficile de voir des changements dans ce travail, mais c'est là. Mifflin Wistar Gibbs, ce que j'ai appris récemment, était déjà un homme d'affaires prospère. Il est parti des États-Unis pour la Colombie-Britannique afin d'échapper à l'atmosphère raciale qui règne aux États-Unis. Après s'être installé à Victoria, il est devenu une figure marquante de la communauté noire, son leader reconnu selon Citoyenneté et Immigration Canada. Il a consacré du temps et des efforts à encourager les membres de la communauté noire à s'engager dans la politique et de s'impliquer dans le processus démocratique et de faire part des prises de décision. Donc, il est mort il y a longtemps, en 1915, mais on se souvient de lui aujourd'hui et nous avons appris de lui aussi. Michael Lee Chin, lui, j'ai appris à le connaître récemment. C'est quelqu'un qui force au-delà de la compréhension, si on veut. Il est actuellement le PDG de Portland Holdings, considéré. C'est un visionnaire du succès. Il est entrepreneur dont la philosophie est de bien faire et de faire du bien. Il a fait tellement de choses en affaires, il a eu des succès, il a fait des initiatives philanthropiques inspirantes et parmi ses accomplissements, il a reçu un doctorat en droit de plusieurs universités telles que McMaster, l'Université de Toronto, Northern Caribbean University. Récemment, en 2008 plutôt, et on lui a donné l'ordre de la Jamaïque. Donc, on se souvient de lui, nous l'honorons, on apprend de lui. Et vous allez voir qu'il participe à le cours Rothman que nous lançons bientôt. West Hall est notre enseignant. Ça a commencé vendredi dernier. Cours incroyable. Et Michael Lee Chin va se joindre à nous pour parler un peu de certains de ses succès, des défis aussi, et comment il s'est rendu où il est maintenant. Alors écoutez, c'est ça l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs. Nous allons continuer à faire ça pendant le mois. Chaque jour, c'est une célébration. Et nous voulons vraiment souligner les Noirs et comment les Noirs et leur communauté ont formé l'identité du Canada. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est de présenter les accomplissements des personnes noires et dans tous les secteurs de la société. Nous célébrons la résilience et la détermination pour le travail que nous continuons à faire. Donc, le Canada ne sera pas où il est actuellement sans les Canadiens noirs. Et il faut s'en souvenir. Alors, je vais passer à la prochaine partie de la session. Et je suis convaincu que vous mourrez d'avoir notre fondateur Wes Hall et Ndaba Mandela qui vont se joindre à nous, que ce sera fait dans quelques instants. Donc, je vais prendre quelques instants pour présenter Wes. C'est mon patron, d'abord, et secondement, il est innovateur et entrepreneur et philanthrope. Et il est président exécutif et fondateur de Kingsdale Advisors. Il a été nommé à plusieurs reprises comme l'une des personnes les plus puissantes du Canada par le Globe and Mail, Canadian Business, Toronto Life et Maclean's. Il est aussi connu pour sa générosité et il utilise son succès d'affaires pour bénéficier des autres avec des initiatives, différentes initiatives. Fondateur pour Canadian Council Business Leaders Against Systemic Racism, l'initiative Black North. Donc, il travaille pour éliminer le racisme anti-noir qui affecte la vie de beaucoup de Canadiens. Je voulais accueillir Wes. Notre invité spécial, c'est nul autre que Ndaba Mandela, donc influenceur et agent de changement sur le continent africain en politique régionale. Il est né en Afrique du Sud. Il se joint de nous du Soudan du Sud. Est né en 1982 et son grand-père, Nelson Mandela, a passé
décennies en prison à Robben Island. Donc, Ndaba a passé sa petite enfance à Transkei, à Durban et à Johannesburg, entouré d'une famille élargie dynamique qui comprenait des militants légendaires du Congrès national africain. Témoin à la fois des abus choquants de l'apartheid et de la lutte complexe pour y mettre fin, Ndaba a été exposé très tôt aux idéaux radicaux de la démocratie et de la résistance. Au-delà des gaz lacrymogènes, au-delà des raids de police dans son quartier de Soweto. En 1989, Ndaba a rencontré son grand-père pour la première fois à la prison de Victor Verster. Quelques mois plus tard, Nelson Mandela était un homme libre et en 1993, peu avant d'être élu le premier président noir d'une Afrique du Sud démocratique. Mandela a fait venir Ndaba pour vivre avec lui, se réjouissant du pouvoir être là pour son petit-fils, comme il n'avait pas le droit d'être là pour ses fils et ses filles. Élevé par une légende, c'était un défi. Il a navigué traversé une adolescence tumultueuse et obtenu une licence en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Pretoria, obtenu son diplôme en 2009 et a commencé sa carrière en tant que consultant politique senior à l'ambassade du Japon en Afrique du Sud et chargé de liaison avec les clients pour un groupe international de gestion d'actifs. Aujourd'hui, l'héritage de Nelson Mandela se perpétue à travers Ndaba qui continue à transmettre le message Ubuntu, à savoir que l'humanité entière est intrinsèquement liée. Il a récemment fondé l'Institut Mandela pour l'humanité afin de poursuivre l'héritage de Nelson Mandela en inspirant et unissant les gens pour construire un monde juste et équitable. Donc, pour l'accueillir, nous voulons faire jouer une vidéo qui le présente. Nelson Mandela est devenu un vieillard qui inspirera les jeunes. Donc, c'est un cercle de la vie. C'est important de communiquer avec les jeunes pour qu'ils sachent qu'ils sont les maîtres de leur propre univers. Et je suis ici pour dire aux jeunes qu'ils ont Nelson Mandela qui vit à l'intérieur d'eux et ils doivent trouver le Nelson Mandela à l'intérieur d'eux et le libérer sur le monde afin qu'ils puissent inspirer les autres pour aussi devenir des leaders dans leur propre communauté. Parce que ça commence de où on vit dans notre communauté, dans notre chez-soi, où on travaille. Et une fois qu'on se rassemble, on peut éliminer la discrimination, le préjudice, ainsi que toutes les maladies sociales que nous avons dans notre société. Lorsque je regarde comment nous progressons en tant qu'Africains, comment ne pas être optimiste? Lorsque je vois des jeunes comme Kelvin Daube qui vivent sur la rue, qui maintenant a pu créer sa propre radio et réparer les télévisions des gens sans être autodidacte et enseigner à MIT, qui est maintenant inventeur. Comment est-ce que ne pas être optimiste lorsque des gens en Afrique peuvent prendre rien et créer quelque chose? Comment ne pas être optimiste lorsque nous avons la population la plus jeune au monde? On a faim pour créer des choses, pour développer, pour casser le cercle de discrimination. Nelson Mandela s'est enseigné lui-même à lire et écrire, et donc il prendrait les lettres et les traduire pour le gardien, et qui était tellement touché que, on lui passait quelques tranches de pain additionnelles pour Nelson Mandela et quelques couvertures de plus. Et les autorités, ils découvraient, c'est impossible, c'est ridicule, on l'enlève. Et ensuite, le prochain gardien, la même chose se produirait. Et Nelson Mandela établirait une connexion avec l'humanité dans cette personne. Vous comprenez? Donc, Nelson Mandela m'a enseigné que qu'importe de votre statut, votre histoire, votre sexe, ou genre, ou votre âge, nous avons tous le potentiel d'être de grandes personnes. Vous êtes sur mute, sur sourdine. Vous êtes sur sourdine. Alors, quelle vidéo incroyable! Je viens de rencontrer Ndaba récemment et il est tellement gracieux et a participé à notre rencontre seulement pour être présent et pour s'assurer d'être présent. Et il était honoré de faire partie de notre session aujourd'hui. Donc, Ndaba, je veux, avant de vous passer à Wes, d'établir la conversation, que nous avons appris beaucoup de choses de Nelson Mandela. Nous portons son patrimoine avec nous. Nous avons pris de lui. Nous savons que les difficultés de la vie est continuelle et nous allons continuer à se battre pour la liberté. Nous savons que
les rêves sont magnifiques, et il l'a dit. S'il y a des rêves d'une Afrique du Sud magnifiques, et il y a aussi des chemins qui mènent vers cet objectif. Et on peut les nommer la bonté et le pardon. Donc, merci pour être ici, pour vous représenter vous-même, pour représenter votre grand-père et le travail qu'il a fait. Et je vais demander à Wes de prendre la parole et d'avoir une conversation avec vous. Et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Eh bien, merci beaucoup et je remercie Angel et Orlando. Vous êtes vraiment génial avec les histoires. Quand j'ai vu l'histoire d'Orlando, je me suis dit, voici un garçon qui a une carrière extraordinaire, qui a un contrat pour jouer au football professionnel, et il sort pour célébrer avec ses amis et s'est fait tabasser par 2 policiers en civil, simplement parce qu'il était noir. Et c'est la seule raison. Et la partie la plus touchante, c'est lui qui dit « Je vous pardonne pour ce que vous avez fait, même si vous avez ruiné ma vie. » Alors, c'est vraiment inspirant. Andrew, merci aussi pour votre expérience. Et avec Neil Sweetness, je peux vous dire, j'en ai beaucoup dans mon congélateur. J'ai pris 10 kilos pendant le COVID. Donc, c'est rien d'autre. J'ai eu des bénéfices et tout un estomac, si on veut, une bédaine de votre produit. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour parler avec notre ami Ndaba Mandela. Et quelle personne extraordinaire. On va parler un peu de son histoire. Et Ndaba, c'est le petit-fils de Nelson Mandela. Et son histoire est une histoire si puissante. C'est quelque chose qui nous apprend à apprendre, qui nous enseigne à apprendre plutôt, et de se souvenir. C'est la raison d'être de ce thème aujourd'hui. Nous apprenons parce que pour apprendre, nous abandonnons l'espoir. Mandela a dit que cette tâche, c'est ma tâche. Je vais continuer à me battre pour la liberté jusqu'à la fin de ma vie, pour pardonner. Et Mandela a dit, s'il y a des histoires d'une Afrique du Sud magnifique, il y a aussi des chemins qui mènent vers cet objectif. Et on pourrait les appeler la bonté et le pardon. On se souvient, comme Ndaba a dit, il faut être la génération qui comprend que le racisme, le sexisme, l'homophobie, les discriminations religieuses, l'inégalité et toutes ces guises, ces atroces, donc nous mènent vers l'espoir fondamental de l'humanité, donc l'unité. Nous allons commencer donc, on a déjà fait l'introduction, on a fait la vidéo, mais nous allons parler un peu de l'histoire ici de Ndaba Mandela. À quel point on est chanceux d'être ici. Et vous êtes dans le Soudan du Sud et vous avez rencontré le président et vous allez rencontrer la première dame et le ministre des Sports. Peut-être nous parler un peu de cette rencontre dont vous faites maintenant. Bon, j'étais un peu en retard à me mettre en ligne cet après-midi parce que en m'en venant ici, je me suis fait arrêter, intercepté par les agents de protocole de la première dame du Soudan. Parce qu'ils voulaient savoir pour demain la rencontre, c'est quoi qu'on veut leur proposer, c'est quoi qu'on veut discuter. Pour que notre rencontre... En fait, c'est des gens très occupés. Ils ont seulement que peut-être 60 minutes pour faire le tout. Et on est ici pour, premièrement, donner le président Salva Kiir et sa famille le prix de la paix Mandela parce qu'ils ont dû vivre tellement de problématiques et d'ennuis ici au Soudan du Sud, mais c'est jamais perçu dans la média. C'est un pays qui est enceinte avec de l'opportunité. C'est une expression qu'on utilise ici. Et quand on regarde des pays comme le Congo, c'est sûrement un des pays les plus riches sur la planète. Mais on n'en parle pas du Soudan Sud. Parce qu'il y a tellement de ressources naturelles qui ont été enlevées par le reste de ce globe qu'ils veulent vous faire croire que c'est plein de monde qui s'entretue, qui vous laisse pas vraiment savoir la réalité, qu'ils
Ils se tuent avec les uns les autres avec des machettes et des armes à feu. Les Africains ne construisent pas des armes à feu. Où ils ont reçu ces armes à feu pour s'entretuer? Où qu'ils ont reçu ces machettes pour s'entretuer? Ils ont reçu du monde occidental. Alors nous, en tant qu'Africains, on doit mettre de la lumière sur la réalité. Et c'est mon devoir et ma responsabilité de m'assurer que je sois réuni avec toutes les autres forces qui existent dans le pays. Et c'est également aussi important que pour qu'on puisse commencer à créer des plateformes pour réunir notre monde, pour avoir des conversations, pour qu'on puisse décider comment on veut développer en tant que nation pour le bénéfice de notre peuple et pas pour le bénéfice des corporations multinationales. On est ici pour identifier le big man, le grand homme, comme on dit, pour lui donner le prix Mandela de paix, pour réunir nos familles, mais aussi pour trouver une façon pour que ce afro-pessimiste, pour qu'on puisse essayer de l'effacer de ce afro-pessimiste que nous vivons à travers les médias populaires. Alors, vous parlez en ce moment un petit peu de le leadership. Vous parlez de la relation entre l'Afrique et l'Ouest, l'occidental. Parlez-moi de votre organisation, l'Institut humanitaire Mandela, et parlez-moi des programmes associés au leadership. Bon, j'ai écrit un livre en 2018 qui s'appelle « Aller vers la montagne »,« Going to the Mountain ». Et on parle dans ce livre d'appui et de feedback positif, surtout qui venait de l'Amérique, que ça me fait rendre compte que nous devons établir une organisation pour que nous puissions travailler en Afrique, c'est extrêmement long, faire cheminer les décisions. Alors, on s'est rendu compte que ça serait important qu'on ait plus de présence dans nos décisions pour qu'on puisse commencer à coloniser les équipes de travail qui prennent les décisions. On veut activer le leadership dans les jeunes personnes et de leur enseigner, parce que, bien sûr, si on est tous d'accord que Nelson Mandela était un des leaders les plus grandioses à travers le 21e siècle, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été encore capable de disséquer ses valeurs et son style de leadership pour montrer aux jeunes personnes, pour les inspirer, pour qu'on puisse mettre en œuvre l'esprit de Nelson Mandela dans notre peuple, pour qu'eux puissent l'appliquer dans leurs maisons, dans leurs écoles, dans leur environnement de travail. Notre programme principal, c'est un programme de leadership où on essaie de travailler avec les jeunes personnes pour leur faire comprendre les valeurs de Nelson Mandela, où on parle de l'intégrité, la discipline, on parle de la justice, et bien sûr une multitude d'autres valeurs pour qu'on puisse réunir notre monde, notre peuple, les ramener en Afrique du Sud pour qu'ils puissent apprendre dans les pas de Nelson Mandela. Nous, on fait partie de la famille royale, une des 9 tribus de l'Afrique. Une des leçons que lui a appris quand il est déménagé à Johannesburg et qui est devenu avocat et qui a ouvert le premier film d'avocat noir à Johannesburg, c'était du jamais vu. Et quand il a été incarcéré à Cape Town, une des leçons qu'il a appris là, holistiquement, qu'est-ce que c'est le leadership, le style de leadership de Nelson Mandela. Et on espère pouvoir inspirer nos jeunes personnes pour devenir leaders de la même manière. Et deuxièmement, on veut se battre contre le sida. Parce que le sida a créé une génération complète de gens affectés. Ou qu'on a un enfant de 15 ans qui doit prendre soin des enfants de 9 ans et 5 ans. Et on se pose la question, quelle sorte de job ou quelle sorte d'opportunité un enfant de 15 ans peut avoir s'il doit prendre soin de ses confrères, de ses frères. Bien sûr, ça l'entame des problématiques sociales. Et ils vont sûrement devoir trouver des façons de nourrir, ils vont se faire exploiter, ils vont devoir trouver des manières peut-être illicites de fournir les besoins. Alors, on a été très chanceux, nous, d'avoir reçu
un financement de American Express de 150 000 qu'on est très très heureux d'avoir reçu. Mais notre objectif est de soulever un autre 200 000 de générer un autre 200 000 pour... On essaie de créer des partenariats pour trouver ce financement pour qu'on puisse prendre 10 personnes des Amériques et de les amener en Afrique du Sud pour qu'ils puissent rencontrer 10 autres candidats en Afrique du Sud pour qu'eux, ils puissent tous travailler ensemble à apprendre et comprendre les façons de Nelson Mandela, mais ensuite retourner vers leurs communautés respectives et apporter leur propre réalité sociale et où qu'on applique et on met en œuvre les valeurs de Nelson Mandela. Est-ce que c'est pour ça que vous avez appelé le livre Going to the Mountain, aller vers la montagne? Est-ce que c'est la signifiance derrière ceci? Bon, vous voyez, aller vers la montagne, mon grand-père a déjà dit, après avoir monté une grande montagne et que vous avez atteint le sommet, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'autres montagnes à monter, à grimper. Alors quand vous êtes une jeune personne noire dans ce monde, vous vivez dans le ghetto. Vous devez gérer de la violence de gang. Vous devez gérer l'alcoolisme, la drogue, toutes sortes d'enjeux sociaux. Vous devez trouver des façons d'étudier pour que vous puissiez aller étudier dans des institutions supérieures. Quand vous vous rendez à ces institutions supérieures, vous devez trouver ensuite comment vous allez payer pour les frais d'institution. Et quand vous avez terminé, le tout, vous devez rentrer dans le marché du travail, le marché du travail et compétitionner contre d'autres gens qui sont privilégiés. Alors, en tant que jeune personne noire, toutes les étapes de votre vie, en tant que personne jeune noire, vous devez grimper des montagnes. Et on doit constamment aller à la montagne. Et ça, mais c'est une réalité pour beaucoup d'Africains. C'est incroyable. Vous avez une excellente impression de votre grand-père. J'adore votre accent. On dirait que c'est votre grand-père. Alors maintenant, j'aimerais que vous nous parlez un petit peu des mémoires que vous avez de votre grand-père. Peut-être des choses que personne ne sait. Le fait que même vous avez été à 11 ans et il a été en prison auparavant, que vous aviez 11 ans. Mais partagez quelque chose avec nous. Quelque chose qu'il a fait, quelque chose d'intéressant, ou que peut-être les gens qui vous écoutent vous diraient ah, il a fait cela? Bon, Nelson Mandela avait un très grand sens de l'humour. Il aimait toujours faire des blagues, conter des blagues. Il était très enjoué en grandissant. Et son musicien préféré, c'était une madame qui s'appelait Miriam Jokela. Et quand il était vraiment de bonne humeur, il pourrait, au milieu de nulle part, se mettre à chanter ses chansons. Et il chantait ses chansons n'importe comment. Elle avait une chanson très populaire qui s'appelait le Click Song. Et il utilise dans la chanson notre langage traditionnel avec des clics. Et la chanson est à propos d'une sorte d'insecte qui devient un peu la personne responsable dans ce domaine, dans le monde des insectes. Alors, on s'attend très peu d'une personne comme Nelson Mandela qu'on ne devrait pas jamais sous-estimer qui que ce soit. Et bien sûr, la chanson explique ceci très clairement. Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre que je vous conte? Parlez-nous de votre veston de l'année passée, là, votre veston spécial. Bon, mon grand-père était un homme qui était très discipliné. C'était un homme militaire. C'était le premier commandant-chef des ANC avant qu'il devienne un homme de paix. Mais quand il est devenu un homme de paix, il était très quand même militaire. Alors des fois, il marchait et il voyait que ma chambre était à l'envers et il me montrait comment plier le linge et il me montrait comment faire des exercices parce qu'il croyait sincèrement que de garder un corps en santé était essentiel. Il était très fier qu'étant un homme âgé, il avait un ventre plat. Et j'ai perdu mon veston pour l'école 2 fois et je lui ai dit 2 fois j'ai perdu mon veston pour l'école et il m'a dit aujourd'hui tu vas coucher dehors.
Et j'ai dit, pour vrai? Et il m'a fait sortir dehors. J'étais sur la pelouse et je jouais un petit peu. Et éventuellement, je me suis dit, il va me laisser rentrer. Et la prochaine chose que je sais, il y avait un chef et elle m'a amené une couverte et de la nourriture et j'ai dit, oh mon Dieu, je vais vraiment coucher dehors ce soir. Alors je me suis fait un lit par terre et mon grand-père est sorti et il m'a dit, viens ici. Et quand il faisait ce signe avec son doigt, c'était sérieux. Alors je suis allé le voir et j'ai dit, oui, grand-papa. Parce qu'on l'appelait tout Granddad. Il dit, si jamais tu perds un autre veston, tu vas définitivement coucher dehors, rentre en dedans, va manger et va directement te coucher. Et c'était la façon qu'il était. Il savait discipliner, il était juste. Et monsieur dit, on dirait ma grand-mère. Bon, vous avez conté une histoire intéressante de la première fois que vous avez rencontré votre grand-père en prison. Et après que vous l'ayez rencontré en prison, vous avez dit, je vais aller en prison aussi. Pourquoi est-ce que vous avez dit cela? Bon, il faut que j'établis le contexte. D'abord, j'ai grandi dans un petit village à Cape Cod qui s'appelle Obababa. Et on, j'ai été né à un certain point avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein. J'ai grandi, été quand même assez privilégié. Et en prison, j'ai vu qu'il y avait une piscine. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est que le gouvernement l'a mis dans cette maison et il a dit s'il compare avec le gouvernement et il s'assure qu'il aide le gouvernement dans ses procédures et qu'ils vont s'assurer que son grand-père puisse vivre une vie de luxe le reste de sa vie. Mais évidemment, mon grand-père n'a jamais accepté cette offre. Alors quand je suis allé le voir et j'ai vu cette piscine pour la première fois, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit c'est incroyable. Une façon d'écouter des films, une télévision, et j'ai rencontré un chef pour la première fois. Alors j'ai vu ce contexte et j'ai dit c'est magnifique. Et mon grand-père demandait à tout le monde, qu'est-ce que tu veux faire quand toi tu vas grandir? Qu'est-ce que tu veux devenir quand étant grand? Les jeunes répondaient, policier, astronaute. Et moi j'ai dit à tout le monde, non, moi je veux aller en prison comme mon grand-père. Alors évidemment, c'est une histoire d'enfant, mais c'est pas tout le monde qui dit des choses de la sorte. Personne veut aller en prison. Mais il a quand même différentes façons de faire croître le bien-être d'un autre, mais voilà. Alors, il y a beaucoup de gens, des gens d'affaires qui sont sur notre événement virtuel aujourd'hui même. Et comme vous avez indiqué au début, quand on pense de l'Afrique, on a souvent des connotations négatives de l'Afrique. Alors, parlons des opportunités, les opportunités d'investissement qui peuvent exister en Afrique. Parlez-nous de cela. Vous pouvez vous imaginer que dans certains des pays qui sont dévastés par la guerre, il y a énormément de place pour le développement de l'infrastructure. Et nous avons perdu le fil. Un instant. Oh oh. Je crois qu'on a perdu Monsieur Ndaba. Bon, on va essayer de le remettre en ligne un instant. Prenez patience un instant. Bon, alors, on en a parlé plus tôt. On est dans un monde virtuel et je vois que M. Ndaba est avec nous, est parmi nous à nouveau. J'ai presque dû intervenir. Je ne voulais pas le faire parce que je ne pourrais jamais vous remplacer. Alors, je suis heureuse que vous êtes de retour. Excusez-moi, je m'excuse. Le Soudan du Sud est un des pays les plus jeunes en Afrique. Il y a eu des guerres civiles, ils ont dû se séparer, alors c'est devenu le Soudan et Soudan du Sud. Alors, étant donné qu'on est un pays jeune, il y a seulement une rue principale. Les gens n'ont pas encore les expertises pour construire des maisons.
il y a beaucoup de gens ici qui ont de la richesse, mais ils ne peuvent pas dépenser leur argent parce que ce pays c'est comme un projet en développement. Si vous visionnez ces pays, vous pourriez imaginer le tout étant un projet avec un potentiel infini. Pour tout ce qui est essence et des routes et les problèmes avec le sans-fil, l'Internet, bien évidemment, on est encore en processus de développement. Le ministère de la Jeunesse, hier soir, m'a montré une vidéo où qu'on voit le nord de la rivière du Nil, qu'il y avait toutes les banques démolies et la moitié du pays est devenu une marée. Et dans cette section du pays, la majorité des huttes et des maisons ont été submergées par l'eau. Il n'y a pas d'habilité qui sont professionnels dans un sens. Ils ont besoin des artisans. En gros, beaucoup des choses que nous prenons pour acquis, en Amérique, en Europe, les restaurants par exemple, ici, on n'en a même pas encore des restaurants. Les restaurants que nous retrouvons ici sont en gros, les maisons des gens qui ont transformé en restaurants. Alors, en tant qu'homme d'affaires, peu importe peu importe l'entreprise que vous avez, peu importe l'expertise que vous avez, vous pouvez venir ici et vraiment gagner votre vie au Soudan du Sud. Parce que ça n'existe pas. Ils veulent entendre le tout. Ils veulent avoir de ces accès. Et il n'y a pas de place pour aller jouer au ping-pong. Et il n'y a pas de place pour aller s'entraîner. Il n'y a rien. Mais la beauté, c'est que la stabilité et la paix est acquis. Alors là, il faut développer cette grande nation et amener l'infrastructure pour des sujets comme Wi-Fi et Zoom et des industries pour générer du courant. C'est un pays que peu importe votre imagination peut vous apporter, elle peut être créée ici dans ce pays et faire une fortune. Je pense que au moment que votre écran a gelé, je pense que vous étiez en train de nous dire qu'une des choses que nous avons vraiment besoin, c'était la connexion Wi-Fi. Mais en gros, je répète ce que vous dites, l'opportunité est grande. Et comme vous avez mentionné, quand le côté de sécurité est géré, mais c'est là où que quelqu'un peut se sentir confortable pour qu'il puisse vraiment bénéficier de ces opportunités qui existent sans se mettre dans le champ du danger. Alors c'est important pour nous de mieux comprendre le continent, de mieux comprendre les défis, mais aussi reconnaître les opportunités qui existent. Je veux changer de vitesse maintenant. Juste un instant. Vous avez indiqué ici que vous avez été une fois, quand vous aviez 8 ans, à l'autre côté du racisme. Parlez-moi de ceci. Quand j'avais 8 ans, bien sûr, mon grand-père, le nom de mon grand-père avait déjà été assez grand. Il était en prison à ce moment-là. Et je ne pouvais pas être Nebada Mandela. J'ai dû utiliser le nom de ma mère pour me garder en sécurité parce que le gouvernement essayait de trouver les gens qui étaient associés ou qui étaient en famille avec M. Mandela pour les enlever. Alors j'utilisais le nom de ma mère et j'ai grandi en voyant les polices envahir les maisons des gens et le voisin et l'autre côté de la rue. Et ça a fait en sorte que je suis devenu très enragé. Parce que c'était souvent des policiers blancs qui cognaient et qui abaissaient les gens noirs. Donc, après, évidemment, avant de aller en prison, je voulais être soldat parce que je voulais refrapper l'ennemi. À cause de ce que j'ai vu, ces descentes de gaz lacrymogène, c'était injuste et je ne comprenais même pas entièrement le climat politique à l'époque que nous vivions sous l'apartheid, mais c'était clair de voir qu'il y avait des policiers blancs qui rentraient dans la communauté pour faire des descentes, les maltraitaient, les frappaient, les battaient. Et je me suis dit, non, je dois être soldat, je dois frapper en retour. Et je suis très chanceux parce que s'il n'était que moi, je serais devenu soldat. Mais mon grand-père m'a dit,
non, il ne me permettrait pas de m'inscrire, m'enrôler à l'armée parce que, selon lui, ultimement, les armées devenaient les outils des politiciens et qu'ils ne le faisaient pas pour eux, mais c'était des gens auxquels on faisait du lavage de cerveau. On les envoie simplement pour mourir ou pour tuer au nom des leaders. Et je crois qu'il voulait il voulait que j'aie un aperçu différent sur la vie. Mais c'est ce que j'ai vu dans le ghetto à Soweto. C'est un très bon point. Vous avez mentionné ce qu'on avait le premier secrétaire général des Nations Unies noir et les États-Unis ont envahi l'Irak en contrevention, en contrevenant à la déclaration des Nations Unies de ne pas faire cela. Votre grand-père a fait une déclaration profonde à ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit et pourquoi? Oui. Donc, mon grand-père était en colère du fait que les Américains, les États-Unis avaient envahi l'Irak, même s'ils avaient prouvé qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive. Donc, il a assumé, si on veut, la responsabilité. Il est allé à la station la télévision nationale, il a fait une déclaration. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont défié les rapports des Nations Unies? Est-ce que c'est parce que les Nations Unies est menée par un Africain pour la toute première fois? Et ça, c'était lui qui manifestait sa solidarité envers son frère africain. Il faut comprendre que la liberté qui a été gagnée, les difficultés, c'était pas l'Afrique du Sud qui se battait tout seul contre le système blanc. On avait l'instance de la Nigérie, Lesotho, Gambie, Mali, Sénégal, Kenya. C'était une guerre protractée, si on veut que tous les frères et sœurs partout en Afrique s'aidaient pour gagner et vaincre l'ennemi. Donc, c'était très clé pour lui de démontrer, manifester sa solidarité et son soutien pour son frère africain qui menait les Nations Unies pour la toute première fois. C'est très intéressant parce que lorsqu'on pense à quelqu'un comme Nelson Mandela qui fait une telle déclaration, ça doit être une déclaration très incroyable, profonde, qui dit voici la raison pour laquelle ça se passe et vraiment de le mentionner parce que bon nombre de leaders ne l'auraient jamais fait. Donc, vous semblez avoir beaucoup d'optimisme pour l'avenir de l'Afrique. Vous parlez d'investissement, de solidarité, ces choses. Alors, dites-moi, d'où vient cet optimisme après tout ce que vous avez vu? Mais vous savez, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Kevin Daube, que j'ai mentionné dans la vidéo. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a conté son histoire, j'étais complètement abasourdi. Il a grandi sur la rue, ses temps, c'est autodidacte à réparer des radios, des télévisions, et ultimement, il a créé fondé sa propre station radio. Et cette station radio qu'il a établie à Freetown interférait avec la station radio principale du pays. Donc, c'est comme ça on l'a remarqué à Sierra Leone. Et donc, on devait envoyer le gouvernement à sa petite radio qui est à côté d'une benne. Et c'est comme ça qu'on l'a découvert. Et je l'ai rencontré à New York pendant de MIT, donc chez MIT. Et il y a eu plusieurs exemples de ce genre de génie qui est né de rien, quoi. Sans formation formelle, quoi que ce soit. Et j'ai aperçu un point de vue positif au sujet de l'Afrique parce que je sais c'est d'où vient l'humanité, c'est l'origine de l'humanité. Et je sais, lorsque je regarde le monde, que le monde a perdu son chemin. Je sais que l'Afrique joue un rôle central dans ce monde qui se développe. Et ça, c'est pour se rappeler à l'humanité d'où nous venons. C'est pour rappeler au monde de notre humanité partagée. Donc, il est important que nous l'utilisons. Ce qu'on dit de l'Afrique, on dit qu'en Afrique, on a un manque de compétences
qu'il faut le monde développé, il faut l'Amérique, les États-Unis, il faut l'Europe pour venir nous aider à se développer. Et moi, je dis, c'est la foutaise, c'est ridicule. Parce que, mon frère, saviez-vous, je vais vous donner un fait, saviez-vous qu'il y a plus de docteurs qui viennent de la Nigérie dans l'État de Californie qu'il y en a en Nigérie? Alors, comment pouvez-vous nous dire qu'on a un manque de compétences? Non, nous n'avons pas un manque de compétences. Ce que nous avons, c'est un peuple déridé. Donc, lorsqu'on bâtit des plateformes telles que celle-ci, où on peut communiquer entre nous et de se rassembler, on se rend compte que nous avons toutes les compétences nécessaires, toutes les choses qu'il nous faut afin d'aller et d'arriver où ce qu'on veut aller. Nous, en tant qu'Africains, pas à cause de notre humanité, avons un certain niveau de compréhension de l'humanité. Et il est important de croître afin non seulement de contribuer au dialogue mondial, mais devenir des directeurs et contributeurs égaux à ce dialogue mondial. Je ne dis pas que l'Afrique est meilleure. Non, je dis qu'ils doivent écouter l'Afrique et traiter l'Afrique en tant qu'égaux. Un point très puissant. Je veux rappeler aux gens qui font partie de l'événement que si vous avez des questions, mettez vos questions dans le côté clavardage et on va essayer d'y répondre. Votre grand-père, clairement, avait une capacité de connecter, d'établir des liens avec les gens. Dites-moi comment il a fait ça. C'était ce genre d'homme c'était notre grand-père à nous tous. Alors, après, à travers quoi il a passé autant d'années en prison, il est sorti et d'avoir cette personnalité, ne pas avoir de ressentiment, quoi. Comment avait-il pu établir des liens, des connexions avec les gens, même ces gens qui l'ont opprimé aussi longtemps? Je crois que mon grand-père a une habilité unique de connecter avec l'humanité parce qu'il pouvait lire, si on veut, ce qui était important à chaque personne, sans que cette personne lui dise qu'il utilisait la psychologie ou que, je ne sais pas, était bien éduqué. Je ne sais pas c'est quoi, mais je crois que ça avait à voir avec la confiance. Mon grand-père était éduqué par les premiers missionnaires qui sont venus au Cap, à l'est du Cap. Donc, lorsqu'il était allé en pensionnat, il vivait avec le directeur qui était blanc. Donc, depuis tout jeune âge, il a appris à comprendre les personnes de race blanche. Donc, pour lui, la couleur n'était plus un facteur. Pour lui, il ne pouvait pas utiliser ses enseignements, ce qu'on lui a enseigné au village, sur comment connecter avec l'autre personne. Notre historique, si on veut, venant de la famille royale, nous venons de la 4e maison et notre responsabilité vient de la 4e maison, qui était la maison junior, et de être médiateur pour le royaume. Nous sommes médiateurs et nous sommes des conseillers au roi, parce que chaque jour, le roi était juge. Les gens se présentaient au roi avec des problèmes. Ah, j'avais une dispute avec mon voisin, ou telle personne a fait telle chose, lui, il a volé mes vaches. Donc, le roi devait écouter chaque jour, histoire après histoire, et décider, avoir un jugement. Donc, lui, il a vu ça en grandissant. Nelson Mandela n'est pas tombé du ciel et devenu ce grand médiateur, conseiller et personne qui comprend l'humanité. Il a grandi dans le royaume où il devait voir son oncle passer à travers ça. Et donc, une fois qu'il est arrivé en prison, il a pu établir une connexion avec le gardien, le directeur. Donc, je crois que c'est passé sa compassion pour l'humanité connu une croissance. Mon grand-père, par exemple, lorsque j'ai grandi avec lui, il traitait un employé la même chose qu'il traitait, inaudible, désolé, il traitait les gens de la même façon. Donc,
traitait tout le monde de façon égalitaire. Il traitait, qu'est-ce que je peux dire, des reines et des rois de la même façon, parce que Nelson Mandela comprenait que qu'importe votre genre, votre sexe, votre âge, nous avons tous le potentiel d'être de grandes personnes, qu'importe l'histoire, qu'importe d'où vous venez. C'est une des choses les plus importantes que mon grand-père m'a apprises. Et je crois que ça a à voir avec la façon qu'il est élevé. Et vous été transmis pourquoi vous faites le travail extraordinaire que vous faites aujourd'hui. Alors, vous avez contracté le COVID-19. Quel message en retirez-vous? Par exemple, les défis de la distanciation sociale dans les communautés pauvres, porter des masques, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de tout ça après avoir passé à travers cette expérience? Ce que j'ai appris, honnêtement, c'est que la santé, c'est très important. Nous sommes des gens, parfois, on ignore notre santé parce qu'on est jeune, on a de l'énergie, on est mobile. Et donc, c'était une opportunité ou c'est un instant où on doit s'arrêter, rester à l'intérieur et réfléchir sur notre vie. Et je me suis rendu compte que une personne pauvre n'achètera pas des masques. La question, l'important, c'est qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Alors, c'est notre responsabilité en tant que peuple, de gens privilégiés, qu'on soit privilégié ou non. Je comprends que si vous n'avez pas à réfléchir où vous allez dormir ce soir, ou pas s'inquiéter d'où vient son prochain repas, vous êtes privilégié. Il faut le reconnaître, ça. Vous êtes privilégié, il ne faut pas vous inquiéter où vous allez dormir ou qu'est-ce que vous allez manger. Vous êtes la définition de privilégié. Donc, en tant que personne privilégiée, donc ça fait partie de votre responsabilité, quoi, d'aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Si vous vivez dans une petite cabane avec 6 autres membres de votre famille, qui a une chambre à coucher, il n'y a pas de distanciation sociale. Vous ne pourrez pas payer pour un masque, il va falloir que vous en fabriquer un de vos vieux t-shirts ou quelque chose de ce genre. Il faut être créatif. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est, par le biais de la fondation, une fondation en Afrique, on a reçu un don pour bâtir terrain de soccer intérieur en ruralité. Donc, on fait toujours une souscription de fonds, levée de fonds pour le faire. Et le COVID a frappé. Le COVID, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de gym, il n'y a rien. Et un de mes amis a dit, Ndaba, pourquoi tu n'utilises pas cet argent pour, tu sais, acheter de la nourriture, des masques, etc., et le distribuer aux pauvres? Et c'est exactement ce qu'on a fait. Alors, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, mais il y a quelqu'un qui dit, écoute, utilise ces ressources pour aider ceux qui sont dans le besoin maintenant, pendant la COVID. Alors, le travail d'équipe est très important. Et oui, et ça me rappelle le dicton africain, c'est que si vous voulez aller rapidement, vous pouvez y aller seul. Mais si vous voulez aller loin, vous y allez ensemble. Et c'est ce que j'ai appris avec COVID. Et j'adore COVID. Je pense que COVID a eu plus d'effets positifs que négatifs, pour être en toute honnêteté. Ça nous écouter d'arrêter de respirer, nous écouter respirer et de réfléchir sur notre vie. Non seulement sur notre vie sur la Terre, mais nos vies en tant qu'individu, en tant que père, en tant que frère, en tant qu'enseignant, en tant que dans votre profession. Ça nous a permis de réfléchir, de penser à l'impact que nous avons dans notre vie. Alors, d'une façon ou l'autre, oui, on a perdu beaucoup de personnes. J'ai perdu mon cousin, j'ai perdu une tante qui était près de moi, mais je suis dévasté certainement, mais j'étais assez chanceux pour survivre. Et donc, j'essaie d'être un phare d'espoir pour les autres qui sont ici et rappeler aux jeunes que votre santé est importante. Donc, assurez-vous de vous en occuper. 2, en tant que jeune personne qui a des objectifs, qui veut réaliser certaines choses, assurez-vous d'avoir un mentor, quelqu'un plus âgé que vous, plus d'expérience, qui veut réussir et qui veut vous voir réussir et qui vous aime. Parce que qu'importe ce que vous voulez réaliser dans la vie, vous allez être confronté à des difficultés. Donc, il est important de s'entourer de gens qui vous aiment, qui veulent vous voir gagner.
et bâtir une équipe, mais se souvenir que qu'importe ce que vous voulez faire, si vous voulez aller dans un orphelinat ou dans un centre de personnes âgées, allez-y et écoutez d'abord avant d'arriver avec des idées préconçues sur votre façon d'aider ces gens. Dieu nous a donné, le Créateur nous a donné 2 oreilles et une bouche pour une raison, afin d'écouter plus que de parler. Et c'est ça. Vous savez, c'est 2400 personnes qui ont participé à cet événement. Absolument, on vous remercie pour votre temps, pour votre passion, et merci de vivre le patrimoine de votre grand-père. Je suis certain qu'il est très fier de ce que vous avez réalisé. Et donc, je vais repasser la parole à ma collègue Tahaba, qui va boucler la boucle, quoi. Mais merci beaucoup de faire partie de cet événement. Wow, une ronde d'applaudissements virtuels, s'il vous plaît. Quelqu'un doit documenter ça. Il faut avoir une transcription de tout ce qui a été dit aujourd'hui parce que c'est une chose après l'autre et c'est d'Orlando qui nous parlait du pardon, Andrew qui a parlé de soutenir la communauté et la valeur dans ce sens, Ndaba qui nous donne, qui nous a donné et ce devoir transmettre ce devoir de servir à nous tous. Donc, c'est un événement incroyable. Je suis honoré de faire partie de ce groupe. Je vous remercie d'être ici avec nous. D'abord, merci pour être rejoint à nous. Je sais qu'il est très tard où vous êtes et non seulement vous avez donné votre temps, mais vous avez partagé votre sagesse et vous remercie pour tous ces instants que vous avez partagés avec nous aujourd'hui. Donc, je veux prendre cette occasion encore une fois, pour remercier tous nos commanditaires de Johnson & Johnson, McMaster, CJF, Fido, London Mining, nos parrains Art, TELUS, etc. Et vous avez été incroyables à soutenir cet événement, l'initiative Black North et de travailler avec une façon dont nous honorons, nous vous remercions aujourd'hui. Et donc, c'était chapitre 2. Nous avons créé un livre avec ces entretiens Black North. C'est l'histoire des Canadiens noirs. C'est une histoire qui réside avec nous et nous faisons chaque jour parce que c'est important que nous continuions à souligner et mettre la lumière sur les contributions des Noirs. Mais nous passons au chapitre 3 et ce sera le 22 février. Et nous aurons des gens incroyables qui seront avec nous. Et vous ne savez pas encore, mais je vais vous donner un aperçu aujourd'hui. Donc, nous aurons Ben Jones qui va se joindre à nous. Et si vous ne le connaissez pas, il est commentateur politique CNN et un activiste incroyable. Et il est très drôle aussi, vous écoutez ses vidéos sur YouTube. Nous avons aussi notre Dwight Drummond, qui est journaliste à Radio-Canada, CBC. Il sera notre hôte et modérateur. Et nous aurons 2 panélistes incroyables, Nicole McKinney, qui mène une organisation qui s'appelle Awakening the Unconscious, donc éveiller l'inconscient. Donc, c'est une organisation incroyable qui travaille pour combattre le racisme systémique anti-noir. Et nous avons Jason Murray, qui est président fondateur d'une firme de recherche qui passe ses journées à s'assurer que nous avons du talent noir là où on en a besoin et s'assurer que la représentation, c'est pas juste une question de mettre un corps noir dans un espace, mais s'assurer que nous créons un environnement d'inclusivité et équité. Donc, ce sera l'événement la semaine prochaine. J'espère que vous pouvez vous joindre à nous et participer à cet événement. Et nous vous remercions pour vous être rejoints à nous aujourd'hui encore une fois. Passez un bon mois.